Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Vadé Rétro TV, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir on va s'attaquer à un grand dossier sur le lanceur d'alerte originel, celui sans qui tous les lanceurs d'alerte qu'on voit défiler devant les commissions d'enquête américaines, sur les plateaux des grandes chaînes d'information n'auraient jamais existé, les David Grush, les David Fravor, tous ces lanceurs d'alerte. On n'aurait jamais eu vent de tout ça s'il n'y avait pas eu, en 1989, un homme appelé Bob Lazar. On va revenir, je vais le présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, je pense qu'il y en a, surtout en France. On va réexpliquer ce qu'il a dit, et on va expliquer aussi point par point toutes les choses qu'on a pu constater depuis 1989 dans son témoignage, qui au passage n'a jamais varié d'un iota. Depuis 1989, il raconte exactement la même chose, il n'extrapole pas, ce n'est pas quelqu'un qui est du tout branché théorie du complot. D'ailleurs, sur sa page Wikipédia, il est listé comme personnalité complotiste, alors qu'il ne connaît rien aux théories du complot. Chaque fois qu'il passe dans un podcast et qu'on lui pose des questions sur telle ou telle théorie, il n'y connaît rien. Il raconte seulement ce que lui a vécu, seulement son expérience très cloisonnée, parce que il faut savoir que dans ces programmes secrets, et même pas dans les programmes secrets, enfin si, dans les programmes secrets, tout ce qui concerne les programmes militaires ou qui touche au renseignement ou choses comme ça, tout est très cloisonné. Et en fait, vous travaillez dans un domaine qui vous est attribué, et vous n'avez pas accès à ce que font les autres, justement pour protéger le secret. Vous ne connaissez qu'une partie des choses. Donc on va revenir un peu sur ses déclarations en 1989, on va revenir sur toute son histoire et sur les raisons qui nous poussent à croire justement son histoire. Alors, Bob Lazar, il revient beaucoup dans l'actualité ces derniers temps. Il fait la tournée de tous les podcasteurs américains parce qu'un documentaire est sorti récemment. Il y avait déjà eu un documentaire sur lui en 2018 réalisé par Jeremy Corbell, qui est un journaliste d'investigation américain, qui est le partenaire de George Knapp, le journaliste qui a réalisé la toute première interview de Bob Lazar en 1989, à l'époque pour la TV locale de Las Vegas. Et Jeremy Corbell avait réalisé donc en 2018 un documentaire qui s'appelait Bob Lazar and Flying Saucers et les soucoupes volantes, que je vous encourage à regarder, qui est très bon. Mais là, le documentaire qui est sorti là, donc le 4 avril, il y a quelques jours, et raconte encore une fois l'histoire de Bob Lazar, mais là, le réalisateur Luigi Ventirelli, je crois, a poussé le curseur encore plus haut. Là, ils ont carrément recréé, alors pas du tout avec l'IA, d'ailleurs on va regarder le trailer, pas du tout avec l'IA, mais avec des logiciels de 3D à la main. Dans le film, il n'y a même pas 5 à 10% d'IA au final, avec des vrais acteurs, qui pour certains, ils ont modifié le visage, et dans des décors qui ont été faits par des artistes à la main, en collaboration totale avec Bob Lazar pour se remémorer ses souvenirs. Il faut savoir que c'est des souvenirs qui datent de plus de 30 ans. C'est comme si, souvent on lui dit « Oui, mais vous vous souvenez pas parfaitement de telle ou telle chose ?» Mais c'est comme vous, si on vous demandait, souvenez-vous demain de votre salle de classe à l'école primaire, quoi. Vous allez avoir quelques vagues souvenirs, mais de là à vous souvenir où était placée telle ou telle chaise, est-ce que c'est tel ou tel jour où vous étiez à tel endroit, tout se mélange dans votre esprit. Donc voilà, et donc ils ont recréé entièrement le fameux secteur S4 de la zone 51 où Bob Lazar dit avoir travaillé pendant 6 mois entre 1989 et 1990, ou 1988 et 1989, je ne sais plus exactement. Et ils l'ont recréé à la main, que ce soit le laboratoire S4 en lui-même, que ce soit les accessoires, et que ce soit bien sûr le vaisseau sur lequel il aurait travaillé, donc qui a été baptisé le Sport Model, le modèle sport, parce que durant son temps au S4, Bob Lazar a aperçu, on lui a jamais dit d'aller travailler sur ces modèles-là, mais il a aperçu d'autres modèles d'OVNI stockés dans cette base.
Mais le sien ressemblait à un modèle plus petit, plus compact. C'est vraiment la soucoupe volante telle on se l'imagine depuis des décennies, et donc qu'il avait baptisé à l'époque le modèle sport. Donc ce documentaire S4 de Bob Lazar Story, qui est disponible sur Amazon Prime, je vous encourage vraiment à aller le regarder, hein. On peut le louer pour 8 ou 9 euros, l'acheter pour une quinzaine d'euros, et il vaut vraiment le coup, hein. Ils ont fait un travail, la musique est excellente, les reconstitutions sont criantes de réalisme, et ça, la narration du documentaire est extrêmement, extrêmement réussie. Les preuves qui sont apportées, et qu'on va détailler tout au long de cette vidéo, sont très saisissantes. Bob Lazar. In December of 1988, S4, The Bob Lazar Story, documentaire, encore une fois, que je vous encourage vraiment, vraiment à aller voir pour soutenir ce travail, parce que le réalisateur, il faut savoir qu'il a engagé énormément d'argent personnel dans ce documentaire. Donc s'il peut un peu rentrer dans ses frais, ça fera pas de mal. Donc on va revenir un peu sur l'histoire de Bob Lazar. Alors, Lazare, faut savoir, à la base, c'est un ingénieur, hein, qui a un parcours assez classique. Il étudie au MIT, même si on le verra par la suite, le MIT, après qu'il ait décidé de faire cette première interview en 1989, le gouvernement américain s'est efforcé de retirer toute trace de sa scolarité dans les établissements dans lesquels il est passé. Mais manque de bol, à cette époque, tout n'était pas encore numérisé, et donc il y a encore des documents papier qui ont pu être récupérés par les journalistes d'investigation, où son nom apparaît dans de nombreux documents, mais officiellement, il n'en a jamais fait partie. Le journaliste d'investigation que vous avez aperçu dans le trailer, là, George Knapp, qui a fait sa première interview en 1989, l'a emmené lui-même pour vérifier ses dires
visiter le laboratoire de Los Alamos où a été développée les premières bombes atomiques. Et il connaissait l'endroit comme sa poche, il connaissait la moindre des portes où est-ce qu'elle menait. Donc quelqu'un qui n'est jamais venu ici, qui a jamais passé des années ici, c'est impossible. Mais officiellement, si vous lisez sa page Wikipédia, il n'a pas été au MIT. Bon, faut savoir quand même que même qu'il ait été au MIT ou pas, Bob Lazar, c'est quelqu'un qui était passionné par toutes les choses qui déclenchent des grandes quantités d'énergie. C'est un passionné d'explosifs, c'est un passionné de moteurs jet, comme les moteurs d'avion. Il a des réacteurs d'avion, il a mis un réacteur d'avion à l'arrière de la Honda Civic des années 80 de sa femme. Et qui était une petite Honda Civic, parce qu'à l'époque il y avait des voitures, notamment des voitures de dragster qui installaient des réacteurs d'avion pour faire des courses dans le désert américain, mais réussir à mettre un réacteur d'avion dans une petite citadine américaine qui atteignait du coup plus de 300 km/h après cette installation, ça lui a valu de faire la une du journal local. C'est quelqu'un, Bob Lazar, qui avait un accélérateur de particules dans son jardin pour fabriquer du carburant à hydrogène. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on commence à parler, il y a eu la voiture électrique, on commence à parler de la voiture à hydrogène. Bob Lazar, dans les années 80, toutes les voitures qu'il avait avec sa femme, elles roulaient déjà à l'hydrogène. Et quand George Knapp lui demandait « Mais comment tu fais pour te procurer du carburant à l'hydrogène ?» Il lui dit « Ah ben viens voir dans le jardin. » Et il y avait un énorme tube et il lui dit « Ah ben ça j'ai fait un accélérateur de particules, c'est pour faire mon carburant à hydrogène. » Donc, si vous voulez, si vous étiez un programme secret du gouvernement qui avait besoin de combler un trou dans le personnel, recruter quelqu'un qui puisse penser, qui est spécialiste des systèmes de propulsion, qui est un ingénieur qui pense un peu en dehors des clous, un peu foufou, et qui, si jamais se posait un risque de sécurité, se mettait à parler, qui était facilement discréditable, Bob Lazar, c'était le candidat parfait. Donc comment Bob Lazar s'est retrouvé à travailler à la zone 51 ? Il assiste à une conférence d'Edward Teller, le célèbre scientifique, l'inventeur de la bombe à hydrogène, que ceux qui ont vu le film Oppenheimer de Christopher Nolan ont vu dans le film, qui à l'époque il était âgé, Edward Teller, et il donnait donc une conférence à Los Alamos. Et il avait lu le fameux article de presse qui parlait de ce jeune étudiant, il n'était même plus étudiant à l'époque, il était jeune scientifique, qui avait mis un réacteur d'avion à l'arrière de sa Honda Civic. Donc il donnait une conférence et à la fin de la conférence, il a sympathisé avec Edward Teller. Et à cette époque-là, Lazar cherchait à réintégrer, il avait pris je crois une année sabbatique ou deux et il cherchait à réintégrer la communauté scientifique, à retrouver du boulot. Et donc il avait dit à Edward Teller, je cherche du boulot, à propos, si vous entendez parler de quoi que ce soit, contactez-moi. Et donc il a dit, moi je suis plus impliqué dans quoi que ce soit, mais je vais transmettre ton CV à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Alors vous imaginez bien, déjà je vous ai dit, Lazar pour le gouvernement à cette époque-là, ça pouvait représenter le candidat parfait. Mais en plus, vous arrivez et que votre CV est quelque part recommandé par le père de la bombe à hydrogène, Edward Teller, ça peut vous ouvrir des portes. Quelques semaines plus tard, il reçoit un coup de fil de EG&G, qui est une entreprise, une grande entreprise du secteur militaro-industriel américain spécialisée dans les systèmes de propulsion et des projets ultra secrets, qui lui dit écoutez, pour l'instant, nous pensions à vous pour un poste, mais finalement nous pensons que vous seriez plus utile pour notre division des projets spéciaux pour lequel vous conviendriez mieux. Et donc, il va passer des entretiens d'embauche là-bas à EG&G, où on lui pose plein de questions qui n'ont rien à voir avec enfin, très peu, 20%, on lui parle du travail qu'il va faire, mais tout le reste, c'est qu'est-ce que vous aimez dans la vie, qu'est-ce que vous faites de votre temps libre, quelles sont vos opinions politiques, enfin, on rentre que dans sa vie privée, est-ce que vous êtes célibataire, comment ça se passe votre vie de couple, que des questions comme ça. Bon, lui, il se dit, c'est une entreprise un peu précautionneuse, après tout, c'est pour des projets spéciaux du gouvernement, c'est normal. Quelques semaines après, on le rappelle et on lui dit montez rendez-vous à l'aéroport de Las Vegas. Et Lazar monte dans
Ces avions-là, qui sont les vols Janet, qu'on appelle les Janet Flights, qui maintenant sont très connus pour tous ceux qui s'intéressent aux ovnis et qui s'intéressent à tout ça, mais à l'époque, en 1989, personne n'avait connaissance que ces avions étaient des avions gouvernementaux, et Bob Lazar, dans son interview de 1989, en parle. Donc après, Bob Lazar va travailler à la zone 51, sur lequel il va être chargé de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire prendre un produit fini et comprendre comment il fonctionne, hein, le démonter et comprendre comment il fonctionne, de tenter du moins la rétro-ingénierie d'un matériel extraterrestre. Alors quand il arrive, d'abord on lui présente pas la soucoupe volante modèle sport de suite, d'abord on lui présente son partenaire de laboratoire. Enfin, vous verrez tout ça dans le documentaire. On lui présente le système de propulsion, ce qui alimente le vaisseau, et ce fameux générateur, entre guillemets, de gravité, et c'est là qu'il comprend que ça peut pas être fabriqué par des humains, parce qu'il n'y a rien dans toutes les sciences physiques, il n'y a rien dans toutes nos connaissances technologiques actuelles qui permettent de créer la gravité. C'est hors, c'est à des années-lumière de nos capacités. Donc là, il commence à comprendre. Et ensuite, on l'amène voir la soucoupe volante sur laquelle il va travailler, et il voit un drapeau américain dessus. Donc au début, il se dit c'est ça que les gens voient dans le ciel, et ils arrêtent pas de dire il y a des soucoupes volantes. En fait, ils voient ça, c'est un nouveau projet de chasseurs américains, et c'est sur ça que je vais travailler. D'accord, j'ai compris. Et puis quand il se met à travailler dessus, là, il comprend que ça peut pas venir de cette planète. Et tout un tas de détails que je vous laisse voir dans le film. Donc, on va passer aux preuves un peu de pourquoi Lazare, son témoignage. Donc lui, voilà, ce que raconte Lazare, il dit pendant 6 mois, j'ai travaillé là-bas, j'ai travaillé sur de la rétro-ingénierie. Chaque jour, on faisait des expériences différentes. On faisait très peu de progrès parce que comme on était en binôme et qu'on pouvait communiquer avec les autres départements, alors lui, il est avec son binôme laborantin, il s'occupait que de travailler sur le système de propulsion parce que c'était sa compétence. Mais il y avait d'autres binômes qui travaillaient sur la science des matériaux de l'appareil, d'autres qui essayaient de lui trouver des applications militaires. Et tous ces différents binômes, tous ces différents départements ne pouvaient communiquer entre eux qu'en s'envoyant des rapports écrits et qui étaient transmis, d'abord lus par leur superviseur et transmis à l'autre département. Et comme dit Lazare, c'est un procédé qui est anti-scientifique, car quand vous voulez réaliser des progrès scientifiques, ça vient de la stimulation d'idées, et des fois les découvertes scientifiques, c'est la pomme d'Isaac Newton qui lui tombe sur la tête, et c'est comme ça qu'il fait des découvertes. La science, c'est souvent les grandes découvertes, c'est des accidents, en tout cas, c'est tout le temps, c'est collaboratif, c'est par le travail d'autres personnes qu'on ajoute ses propres conclusions et on obtient une découverte. Et d'ailleurs, Lazare a toujours dit au fil des décennies jusqu'à aujourd'hui qu'il s'est toujours senti un peu un usurpateur là-bas, parce qu'il dit il y avait des gens 10 fois plus qualifiés et compétents que moi pour travailler sur ça, mais comme il y avait un impératif de sécurité, et c'est pour ça que c'est un grand avocat de la disclosure, parce qu'il dit nous avons besoin que tous les scientifiques du monde se penchent sur ces technologies, c'est un crime scientifique de garder tout ça secret. Il faut que tous les scientifiques de la planète se penchent là-dessus, et quand on sait que 99,9% des scientifiques n'y croient pas ou pensent que c'est des conneries, c'est un crime, quoi. C'est une des raisons qui l'ont motivé à parler. L'autre, c'est que au bout de 6 mois, il n'en pouvait plus de garder le secret de tout ça, et il en a parlé à ses meilleurs amis, à deux ou trois de ses meilleurs amis. Et il avait un jour, il avait eu les yeux qui traînent sur un registre où il y avait de son partenaire de laboratoire qui était là depuis plus longtemps que lui, donc qui avait un peu plus la confiance des superviseurs. Et il a vu traîner le planning des vols d'essai. Parce que oui, vous verrez dans le documentaire, ils faisaient des vols d'essai de temps en temps, d'où les observations d'OVNI au-dessus de la zone 51. Ils faisaient les vols d'essai le mercredi, parce que c'est le jour de la semaine où il y avait le moins de trafic sur l'autoroute, sur la route qui borde la zone 51. Donc c'est le jour où il y avait le moins de perdus dans le coin.
Et donc, il avait noté que c'était tous les mercredis à telle date, telle date. Et un jour, à cette date, il avait dit, c'est ça que je fais, tiens, je vais vous le prouver, et je vais vous amener là, on va aller, parce qu'à l'époque, la zone 51 était moins étendue que maintenant, et sur certaines montagnes qui l'abordent, en montant tout en haut de la montagne, on avait une bonne vue sur la base. Maintenant, la base a été vachement étendue, et on a une vue, il y a encore un endroit aujourd'hui où on peut la voir de très loin, mais le périmètre de sécurité a été largement étendu depuis. Et sans doute que Bob Lazar n'y est pas étranger. Et donc il amène ses amis là-bas, et ses amis qui témoignent dans le documentaire, et exactement à l'heure où il avait dit que le vol d'essai aurait lieu, un engin décolle, fait des mouvements erratiques dans le ciel, exactement comme il l'avait décrit, avec une lueur orange autour d'eux, avec exactement les mouvements qu'il avait décrits. Et ses amis sont sur le cul. Et malheureusement, en rentrant, ils se font arrêter par le shérif et par la sécurité de la base qui avait vu qu'ils avaient assisté à ça. Et ce qui va donner lieu à un rapport. Et là, bien sûr, tout s'enchaîne. Le lendemain, on lui dit c'est pas la peine de venir à l'aéroport à la base, parce qu'il faut savoir que tous les employés de la zone 51 prennent tous les jours, ou non, pas tous les jours. Bob Lazar disait, des fois c'était pour 2 journées, il allait là-bas, des fois pour 1 journée. Et il y avait des employés là-bas qui passaient 1 semaine, 2 semaines, et après ils avaient 1 semaine de repos. Mais il y a des employés qui vont tous les jours, et des employés qui vont tous les jours, donc ils se présentent à l'aéroport, la McCarran de Las Vegas. Et ils ont un vol de 20-30 minutes jusqu'à la zone 51 le matin, et le soir qui les ramène à la maison. Donc là, son superviseur lui dit c'est pas la peine de venir demain au terminal de l'aéroport, et qu'il le convoque aux locaux d'IGNG en ville, et qui lui dit quand on vous a dit que c'était un programme secret défense et tout ça, ça voulait pas dire en parler à ses amis et tout ça. Et donc il lui dit bon ben voilà, vous êtes mis à pied, pas encore viré. Et donc Bob Lazar, la réalisant un peu ce qu'il avait fait et ce qu'il risquait, s'est dit ils vont me tuer quoi. Il y a des mecs qui le suivaient dans la rue. Quand il allait au bowling avec son pote, il y a une voiture qui l'a suivi, qui lui a tiré avec un flingue dans le pneu. Ils ont eu un carton, mais heureusement ils sont pas morts quoi. Mais que des intimidations violentes comme ça. Donc il s'est dit ils me font peur pour que je garde le secret, ou ils veulent me tuer. Donc il s'est dit la seule solution c'est qu'il faut que je me planque en pleine lumière. Il faut que je fasse une interview, il faut que je contacte un journaliste déjà. Donc il contacte le fameux George Knapp là, que vous avez aperçu dans le documentaire, qui à l'époque était le présentateur de la chaîne KLS TV à Las Vegas. Et au début, il trouve ça fou, mais il commence à se renseigner, il voit que son témoignage concorde, il se renseigne chez le chasseur de tête qui avait traité son CV pour IGNG, qui au début lui dit oui, on lui a bien trouvé du boulot. Ah oui, d'accord, est-ce que vous pouvez m'envoyer sa candidature? Oui, si vous avez une lettre signée de Monsieur Lazar, comme quoi il accepte que on vous transmette ses documents, on peut vous l'envoyer. Pas de réponse. Et après ils disent non, on n'a pas de trace de ce monsieur. Donc là, il a compris qu'on lui mentait, et il a eu la même chose pour plein d'autres endroits. C'est lui qui est allé avec Bob Lazar à Los Alamos et qui a vu qu'il connaissait l'endroit comme sa poche. Enfin, c'est un journaliste d'investigation. George Knapp, c'est pas n'importe qui, hein. C'est un journaliste qui a des dizaines d'Emmy Awards. C'est pas un journaliste de pacotille, quoi. Et c'est lui, aujourd'hui, en 2026, là, depuis 2018, c'est grâce à lui qu'on a toutes ces vidéos déclassifiées du Pentagone, hein. Toutes les vidéos que vous avez vues d'OVNI des F-18, c'est ce monsieur avec son comparse et réalisateur Jeremy Corbell, qui les ont fait leaker. Et c'est devant le fait accompli que le Pentagone s'est mis à les authentifier, quoi. A dit oui, effectivement, c'est bien des vidéos qui ont été prises à partir des capteurs de nos avions. Et là, il prépare, c'est lui aussi, avec Jeremy Corbell, qui a établi la liste dont je vous parlais hier, des 46 vidéos. J'ai dit 45 hier, mais c'est 46 vidéos qu'ils ont listées, qu'ils ont vues eux-mêmes par leurs lanceurs d'alerte, parce qu'ils ont tout un réseau de lanceurs d'alerte desquels ils vérifient le passé et qui font témoigner au compte-gouttes. Et là, ils ont identifié 46 vidéos que le Congrès, c'est ce dont je vous parlais hier, a fait une demande formelle au Pentagone. Donc on va voir ce que répond le Pentagone. Et dans ces vidéos, ils disent il y a peut-être
quelques vidéos que le Pentagone voudra pas diffuser parce qu'elles sont vraiment très 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 choquantes et parlantes, mais tout le reste, ça peut largement être diffusé et ça fera progresser les révélations. Donc voilà, George Knapp, il va chez George Knapp, Bob Lazar. Et chez George Knapp, il fait cette fameuse interview où au début, il prend un alias, il se fait appeler Dennis, le nom de son superviseur à la zone 51, et il raconte toute son histoire. Alors au début, c'est vu comme un truc sensationnaliste, mais il est quand même très sérieux, ce mec-là. Son discours transpire la vérité, donc ça fait quand même un peu parler dans la presse. Et après, les autres médias se disent ah tiens, et en plus bon, ça fait de l'audience, donc on va l'inviter un peu partout. C'est pourquoi ensuite il y a ces extraits-là des années 80-90 où on voit Bob Lazar qui a fait à cette époque quelques passages à la télé pour expliquer son histoire, parce qu'il était devenu un peu un bon client pendant une période. Et ensuite, il est parti, il a disparu des radars, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout la lumière. Là, on le voit un peu dans plusieurs vidéos parce qu'il fait un peu sa tournée promo pour la sortie du film, donc il fait un peu le tour des 3-4 youtubeurs qu'il aime bien et qui l'ont soutenu à de nombreuses reprises, mais là après il repart se planquer. Lui, il aime pas du tout la lumière, comme je vous dis, quelqu'un qui mentirait pour de la célébrité ou pour l'argent. Il a jamais gagné un centime par rapport à ça, il répète toujours la même histoire depuis 35 ans, donc voilà. Et à la suite de ces révélations, il a donc, je vous dis, en 2018, il y a eu un premier documentaire dans lequel on voit le FBI faire une descente chez lui, parce que pendant la réalisation du documentaire, il avait confié au réalisateur Jeremy Corbell qu'il avait un morceau du fameux élément 115 que vous avez pu voir dans le trailer qu'on a regardé tout à l'heure. Qui est un élément qui ne figurait pas sur le tableau périodique des éléments à cette époque, et qui maintenant y figure et qui s'appelle le moscovium. Et Bob Lazar en parle depuis 1989. Et comme il devait être sur écoute, comme il doit être sur écoute depuis plus de 30 ans, il y a le FBI qui fait une descente chez lui parce qu'il avait une entreprise de matériel pharmaceutique en 2018. Maintenant, il a déménagé dans l'Oregon, mais à l'époque, il vivait au Nouveau-Mexique. Et pendant le documentaire, on voit le FBI qui arrive avec matériel de guerre, gilet, faire une descente chez lui sans lui donner de justification, perquisition, et on le voit pendant le documentaire. Donc bon, mettre de tels moyens pour faire une perquisition chez un mec qui a parlé il y a 30 ans d'un truc, si soi-disant c'est juste un menteur de pacotille, à moins que ce soit Pablo Escobar, c'est quand même un peu louche. Donc parlons un peu de toutes les choses qu'a révélé Bob Lazar en 1989 et qui au fil du temps se sont révélées véritables et qui crédibilisent son témoignage. Premièrement, il y a on va commencer du plus futile entre guillemets jusqu'au plus parlant, mais vous allez voir, ça commence bien. En premier, il y a ce fameux scanner. Bob Lazar dit, quand on entrait au S4 de la zone 51, on devait scanner sa main sur cet appareil qui n'était pas qu'un scanner à empreinte digitale. Déjà qu'à l'époque, c'était même un scanner d'empreinte digitale, c'était vraiment James Bond assez high-tech, mais qui est un scanner. Il disait, il y avait des pics comme ça et on mettait sa main et ça enregistrait, ça prenait comme une radio flash de notre densité osseuse. C'est encore plus précis que les empreintes digitales. Tout le monde lui disait, mais qu'est-ce que c'est cette machine? Il disait, si, c'était comme ça, avec des pics, et personne n'en entendait parler. Et dans la fin des années 2000, on voit une photo de la base aérienne, je sais plus quelle base, je crois que c'est la base d'Andrews dans le Nevada, où on voit un militaire haut gradé qui rentre en présentation d'une installation ultra secrète dans un documentaire, et on voit un militaire qui met sa main exactement sur ce scanner. Et à l'époque, Jeremy Corbell, ou je sais plus qui lui présente l'image, il dit, mais oui, c'est sur ça que je m'identifiais. Ce fameux scanner à densité osseuse. Donc comment Lazar aurait pu en 1989, donc 25 ans avant, savoir ça si au minimum il n'avait pas travaillé dans une installation ultra secrète du gouvernement américain. Donc ça prouve pas, là pour l'instant ça prouve pas les ovnis au stade où on en est dans les preuves que je vais lister, mais ça prouve au moins
qu'il avait travaillé dans une installation ultra secrète du gouvernement, parce que c'était ce genre de scanner à l'époque où il était au S4, c'était vraiment le futur. Je suis même pas sûr qu'à la CIA ils avaient ce scanner. Ensuite, il y a une deuxième chose, dans son témoignage dès 1989, il parle des vols, j'en ai parlé tout à l'heure, des vols Janet. Les vols Janet qui aujourd'hui sont bien connus des ufologues, que les gens maintenant même s'amusent à prendre en photo au décollage et à l'atterrissage à Las Vegas. Et lui, il avait décrit tout le processus déjà en 1989. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en 1989, la zone 51, c'est un mythe. D'ailleurs, la zone 51, c'est un mythe même jusqu'en 2013, le 14 décembre 2013, Obama, lors d'une conférence à la Maison-Blanche, qui confirme l'existence de la zone 51. Avant, sous George W. Bush, quand vous parlez de ça, tout le monde vous disait il n'y a pas de zone 51, il n'y a que 50 bases américaines. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la zone 51, parce que c'est censé être la base la base qui n'existe pas. À la base, il n'y avait que 50 bases. C'est pour ça qu'on l'appelle la 51. Et Obama dit oui, effectivement, cette installation existe. De toute façon, ça commençait à être dur à nier, puisque depuis les années 2000, avec Internet et les Google Maps et tout ça, on la voyait maintenant sur Internet. Donc ça devenait compliqué de nier son existence. Mais en 1989... la zone 51 et encore plus les protocoles pour y accéder, ces lignes d'avion de Janet et tout ça, ça n'existe. Il n'y avait pas Internet à cette époque, donc pour connaître ça, donc au minimum avec le scanner, il a travaillé dans une installation secrète du gouvernement, et au minimum, il a travaillé dans une installation secrète basée dans le Nevada, et avec ce système. Je pense qu'on peut être d'accord sur ça. Ensuite, il y a quelques années, là on avance un peu dans le temps, il y a quelques années, un aviateur, photographe, un jour férié, a décidé de prétexter une avarie ou une erreur de plan de vol pour survoler la zone 51. Et il a choisi justement un jour de férié, je crois que c'était le jour de Noël, le 25 décembre, en se disant qu'il y aurait du personnel en moins et que ce serait peut-être qu'il ne se ferait pas forcément abattre en faisant ça. Et il a réussi à survoler la zone, enfin pas directement à survoler, mais quand même de très près sur la bordure, et à prendre des photos avec son téléobjectif, et à shooter la base, et à shooter notamment le S4, qui est un secteur un petit peu excentré près des montagnes de la zone 51. Le secteur où Bob Lazar a travaillé. Et au début, quand il a sorti les photos, tout le monde a dit « Ah ben voilà où Bob Lazar dit qu'était le S4, regardez, il n'y a pas les portes des hangars qu'il dit, c'est un menteur. » Et ça s'est mis à être décrédibilisé. Et un jour, il y a un photographe spécialiste en analyse un peu scientifique de l'image, spécialiste des logiciels comme Photoshop, DaVinci Resolve et tout ça, des paramétrages de l'image, qui a pris les photos haute définition de Lazar et de cet aviateur photographe, qui a modifié les paramètres de contraste, de luminosité dans les données et qui a trouvé ça. Alors là, vous regardez sur un petit écran, mais quand la personne qui a modifié les images a vu ça, elle était sciée. Il y a exactement les 9 portes que Lazar disait qu'il y avait dès son premier témoignage en 1989. Et même la première porte, comme Lazar avait dit, est la plus grande des 9, exactement à l'endroit où Lazar l'avait dit. Et il faut savoir que le mec qui a découvert ça en premier, il a contacté le réalisateur là, du documentaire S4 et il lui a dit « Écoute, c'est pas moi qui t'envoie la photo parce que sinon tu vas croire peut-être que j'ai ajouté des données dedans. Va sur le site du photographe là, toi-même tu prends l'image, hein, tu te débrouilles, limite tu la donnes à plusieurs de tes gars dans les équipes qui maîtrisent l'image et tout ça. Et si tu trouves la même chose que je trouve, tu me rappelles et on discute. » Et effectivement, ils ont trouvé ça. Exactement à l'endroit où Lazar dit qu'il a travaillé, se trouvent des portes de hangar construites dans cette base à flanc de colline. Quatrième élément qui tend à prouver le témoignage de Bob Lazar,
C'est le fameux, donc j'en ai parlé, l'élément 115. Comme vous avez pu voir là dans le trailer, ces fameux vaisseaux extraterrestres étaient alimentés par un générateur qui était équipé d'un triangle d'éléments 115 sous forme synthétisée, solide. Il faut savoir qu'actuellement, l'élément 115 a été identifié et maintenant fait partie de... Excusez-moi. Fait partie des éléments connus, mais on ne sait pas encore le synthétiser. Et lui, donc, dans ces vaisseaux extraterrestres, il y avait un triangle d'éléments 115. Donc, comment Lazare aurait eu connaissance de tout ça en 1989, alors que la découverte du moscovium... On peut regarder ça. La découverte du moscovium, synthétisée pour la première fois en août 2003. Et son nom définitif en 2016. Donc comment Bob Lazar aurait pu connaître ça en 1989 ? Le 5e élément qui atteste de la véracité des propos de ce héros qu'est Bob Lazar, à mon avis, hein, je pense que le futur me donnera raison, c'est la fameuse vidéo qui est surnommée Gimballed UFO, qui fait partie des vidéos leakées par George Knapp et Jeremy Corbell et ensuite authentifiées par le Pentagone, que vous avez tous pu voir en 2017 sur toutes les chaînes d'infos, hein, et qui depuis, à notre époque, il suffit qu'il y ait une actualité qui en chasse l'une et plus personne ne s'en souvient. C'est pour ça que même aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, la seule manière que les gens croient à tout ça, c'est s'il y avait un président ou une autorité qui arrivait avec une photo en disant « ça c'est réel ». Parce que aujourd'hui, à l'ère de l'IA, on pourrait sortir la meilleure des preuves, les gens trouveraient toujours à dire « ah mais non, moi je pense que c'est faux ». Et je pense que même dans le cas où ce serait Macron ou Trump qui arriverait avec une photo d'OVNI, il y aurait toujours des gens pour dire « c'est faux, c'est de la manipulation ». Donc aujourd'hui, à l'ère de l'IA et à l'ère de la méfiance, je pense que les meilleures preuves, ce sont les témoignages en fait. Un bon témoignage... qui se vérifie avec le temps d'une personne crédible, ça a pour moi plus de poids encore qu'une image. Et ça, en tout cas, donc ça a été authentifié, cette image-là, par le Pentagone. Et comme vous pouvez le voir, comme vous allez pouvoir le voir plutôt, l'objet, vous voyez, ne vole pas comme on pourrait s'imaginer qu'une soucoupe volante vole comme un avion. En fait, il incline. Là, il faut savoir que c'est de la caméra infrarouge du F-18. Là, il vole à une vitesse hallucinante. On s'en rend pas compte parce qu'il est traqué de loin par le capteur. Mais là, il vole à une vitesse hallucinante. Et il se comporte exactement comme avait décrit le système de propulsion Bob Lazar. C'est-à-dire qu'il s'incline pour présenter son ventre, si vous voulez, là où sont les émetteurs de ce générateur de gravité, pour aller dans l'endroit où il veut aller. Et quand on a vu ça, quoi, moi le premier, j'y ai pensé de suite. Je me suis dit, mais l'objet, il se comporte exactement comme Lazar l'avait dit, quoi. Donc ça, c'est encore une autre preuve des propos de Lazar. Ensuite, la 6e, voilà, il s'incline comme ça pour présenter il s'incline comme ça, pour présenter son arrière dans l'endroit où il veut shooter sa gravité. Et ensuite, il disparaît complètement, enfin, il passe à des vitesses supersoniques en quelques secondes. Ensuite, il y a un 6e témoignage, qui aurait pu être un témoignage, c'est le youtubeur très célèbre Chris Ramsey, qui tient la chaîne Area 52, Area 52 sur YouTube, qui avait un pilote des fameux vols Janet de Las Vegas qui l'avait contacté pour lui dire « Écoute, je suis prêt à témoigner. Moi, à cette époque-là, le superviseur de Bob Lazar, Dennis, je vois très bien qui c'est. Je le prenais dans mon avion sans arrêt. Bob Lazar, à cette époque, je l'ai vu dans mes avions. Il était prêt à venir dans son émission, à Chris Ramsey. Et finalement, au dernier moment, il s'est décommandé. Il a bloqué le numéro de Chris Ramsey.
et on n'a aucune idée de ce qu'il est devenu. Ça aussi, preuve supplémentaire. La 7e preuve, et on arrive bientôt à la dernière preuve, la 7e preuve, c'est quand le réalisateur du documentaire sur Bob Lazar, Luigi Ventirelli, là, qui a fait S4, le documentaire qui vient de sortir, réalisé les modèles 3D parce qu'ils ont réellement construit le vaisseau comme si c'était un objet réel, en recherchant la réflexion sur les matériaux, en créant les bonnes dimensions. Et quand Lazar voyait les trucs, ça lui rappelait d'autres choses. Et il y avait un commentaire que faisait Lazar à chaque fois au réalisateur. Il lui disait, quand le réalisateur lui demandait de décrire l'intérieur du vaisseau, il lui disait, oui, il y avait 3 sièges, il y avait le générateur au centre, mais qu'est-ce qui faisait noir à l'intérieur? Qu'est-ce qui faisait noir? Et donc je lui dis, mais comment vous rentriez dans le vaisseau? Ben, on rampait par une trappe, et puis je déplaçais des câbles sur le côté. Il disait, tu déplaçais des câbles? Il disait, ben ouais, je rentrais en déplaçant des câbles, et après, plus tu te rapproches du centre du vaisseau, plus, comme c'est bombé, plus tu peux te tenir debout. Et puis après, le réalisateur, il pense, il fait, mais bien sûr, oui. Il dit, il y avait forcément il n'y avait pas de prise électrique pour brancher des lampes, donc forcément, s'il était étudié, nous, on avait rentré des éclairages à l'intérieur du vaisseau pour y voir quelque chose à l'intérieur. Et donc, il lui dit, donc il y avait des éclairages. Il fait, bien sûr, oui, il y avait 2 lampes halogènes sur des trépieds, là, avec 4 grosses lampes halogènes qui éclairaient. Mais qu'est-ce qui faisait sombre malgré ça? Donc le réalisateur avec ses équipes, ils ont recherché exactement les lampes halogènes qui auraient pu être commandées par l'armée américaine à cette époque. Ils ont recherché exactement le type d'ampoule, exactement la lumière qu'elles émettaient, exactement la température. Ils ont rentré toutes ces données dans les logiciels 3D, et quand ils ont regardé pour la première fois un rendu 3D de ce que ça donnait, en simulant donc la lumière de ces 2x4 lampes halogènes pointées vers le plafond de l'intérieur du vaisseau, c'était noir à l'intérieur. Et donc il dit, c'est pas possible, il y a un bug sur le logiciel, c'est noir. Donc il dit, ben vas-y, monte la puissance, simule dans le logiciel, mais plus 20%. Et c'était noir. Et donc il appelle Bob Lazar, il fait, ouais, t'es sûr que c'était ça parce qu'on n'y voit rien? Et il lui dit, ben oui, c'est ce que je te dis depuis des mois, c'est qu'est-ce qui faisait noir? On n'y voyait quasiment que dalle, il y avait l'halogène, mais c'était comme si tu étais dans une pièce très très faiblement éclairée. Parce qu'ils ont simulé exactement la réflexion de la texture du vaisseau dans ces logiciels, et ça donnait ça, quoi. Ça, c'est une preuve. Et donc le réalisateur dit, comment Lazar, à moins d'y avoir été réellement, comment tu peux savoir ça et témoigner de ça? À l'intérieur, il faisait super sombre, malgré l'éclairage. Si t'as pas réellement été, Lazar, il a pas simulé sur des logiciels 3D pour voir comment ça donnerait. Donc ça aussi, et il dit, le réalisateur, ça c'est le moment. Chacun a un peu son moment où on se rend compte que Lazar dit la vérité, hein. Moi, je pense que mon moment, c'est quand j'ai vu cette vidéo. Pour George Knapp, c'est quand il a contacté ses anciens employeurs et qui s'est aperçu par ses investigations qu'il lui mentait. Et pour le réalisateur, c'est quand il a vu, après toutes les réunions qu'il a eues avec lui pour concevoir, d'après ses souvenirs, tout l'environnement 3D là, que vous verrez dans le documentaire. Chacun a son moment de révélation. Et donc, on en vient là, la preuve, pas ultime, mais la toute dernière preuve d'il y a 24-48 heures. Bob Lazar était de passage chez le youtubeur américain Jesse Mitchells de la chaîne American Alchemy. Ah, j'ai oublié de vous la mettre. Alors, attendez. Est-ce qu'on va la trouver? Ah, je suis désolé, j'aurais dû vous la partager. Ah, si, je sais où je vais vous la trouver. Donc,
il y a un célèbre YouTuber, très célèbre YouTuber qui fait des millions de vues, qui est aussi catcheur à la WWE, qui s'appelle... Ah non, c'est pas cette chaîne-là. C'est sa chaîne de short. Il y a donc... Alors attendez... Je comprends pas où elle est passée. Ah, c'est vraiment bizarre, hein. Alors attendez, je vais vous trouver ça. Voilà, on va peut-être voir ça ici. Voilà. Donc, il y a ce YouTuber américain Logan Paul qui... il y a ce YouTuber américain Logan Paul qui donc est milliardaire, hein, et qui est allé voir un célèbre ufologue qui s'appelle Chuck Clark et qui était en possession depuis les années 90 d'une VHS que tous les ufologues de la planète voulaient voir. Il prétendait que c'était la meilleure vidéo d'un ovni prise sur bande. Et il a jamais voulu, ne serait-ce que la diffuser de peur des représailles. Il a jamais voulu la vendre. Logan Paul lui a proposé $100 000 pour lui acheter. Et il a toujours refusé. Et donc Logan Paul est allé chez ce mec et il lui a dit montre-moi ta vidéo là de... Tu peux pas me la vendre, je te donne $100 000. Donc il a refusé, il a dit est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, je t'en supplie, parce que Logan Paul est passionné par les ovnis. Il a dit est-ce qu'on peut au moins la regarder? Il a dit bon d'accord, on peut la regarder, mais n'en parle à personne. Et donc, ce qu'il savait pas, c'est que Logan Paul avait un bouton de chemise caméra, parce qu'il avait prévu son coup, et il s'était dit, s'il n'accepte pas de me la vendre, même, je vais lui proposer $100 000. S'il les accepte pas, ce qui est possible, au moins, je vais lui voler les images. Bon, c'est pas très correct, mais au moins, ça nous informe. Et donc, il a pris en vidéo, donc voilà les images. Alors, est-ce qu'il passe la vidéo ? Ou est-ce qu'il nous met qu'une image ? Enfin bref, j'essaierai de vous la retrouver. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas la retrouver. Attendez, je vais essayer de la trouver en... C'est fou ça quand même. Ah, là on va peut-être la voir. D'ailleurs, je vous conseille de le suivre lui aussi, il est pas mal comme youtubeur américain. Alors sans doute qu'il réserve ça pour la fin. Voilà. J'ai l'impression qu'on va voir ça. Voilà. Donc ça commence. C'est deux ados qui sont allés dans les années 90
Ils étaient passionnés d'OVNI et ils sont allés avec leur voiture au bord de la fameuse Black Box, qui est le point le plus près de la zone 51 que vous pouvez atteindre en voiture sans vous faire tirer dessus. Ils y sont allés de nuit et ils ont été poursuivis par un engin orange, donc un OVNI. Et donc on les voit, ils sont terrorisés dans la vidéo. Là, ce qu'on voit, c'est le tableau de bord de leur voiture. Ils se cachent sous le tableau de bord. Là, ce qu'on voit, c'est la lumière de l'OVNI qui est juste au-dessus d'eux. Ils sont terrorisés. Ils disent attends, fais pas de bruit, cache-toi. La batterie, elle est en train de mourir, donc ils devaient perdre de la batterie. Souvent, les gens qui ont été témoins de ce type de rencontre voient les batteries des appareils électroniques se décharger à vitesse éclair, et à cette époque-là c'était des caméscopes VHS, là c'était des batteries bien moins performantes qu'aujourd'hui, donc il perdait toute sa batterie, ils étaient terrorisés. Le réalisateur du documentaire S4 qui a vu ces images là en direct avec Bob Lazar justement a dit que là, pour simuler ça, si c'était un canular, excusez-moi, si c'était un canular, de simuler cette brillance là sur le tableau de bord, c'est quasiment impossible à faire à ce point. Et quand Bob Lazar, donc on regarde la vidéo d'abord. Donc ça, c'est les images prises par le bouton caméra de Logan Paul. So they're like, I think it's out there. Like, I don't know what it is. Maybe we should go out there. And they're like kind of scared. So before we see the rest of this footage here and Bob's. Donc le mec lui dit baisse-toi, terrorisé. Et donc ça, quand il lui dit ouais voilà, tais-toi. Voilà, Then la batterie est something en train de appears crever. just beyond the glass. Et donc voilà ce qu'il filme. Et l'objet se comporte The craft is hovering exactement comme Bob extremely Lazar l'avait close to the décrit en car. 1989. It's Donc en tanguant, comme s'il était en train de flotter sur une mer, voilà, parce que c'est des ondes de gravité qu'il émet, et il est recouvert d'un halo orange, exactement comme Bob Lazar l'avait décrit dès 1989, et comme c'est d'ailleurs représenté je ne sais pas si c'est sur ce trailer-là, alors je crois que c'est sur le deuxième, comme c'est représenté même dans son documentaire, on va peut-être le voir là, voilà. Comme c'est représenté dans son documentaire, même parce que c'est basé sur son témoignage, il a toujours dit, c'est comme si l'engin se recouvrait de cet halo orange qui apparemment serait dû alors je suis pas un scientifique, hein, mais qui serait dû à l'ionisation de l'air autour de l'engin. Et c'est exactement ce dont ont été témoins ces deux jeunes quelques années plus tard, Orange and slightly de nuit, en wobbling allant or undulating près de la in zone place 51. as if it's on a wave. You can hear the two guys whispering. It's out there. Stop it. Over there. Yeah, that to me. Yeah. Donc là, c'est le réalisateur du documentaire, là, c'est Bob Lazar. Et donc, et là, c'est Jesse Mitchell, dont je vous encourage vivement. Il fait un travail exceptionnel. C'est des vidéos qui sont hyper bien produites, du travail d'enquête très pointu. Il poste énormément de vidéos. C'est vraiment de la très très haute voltige, hein, ce qu'il produit, ce mec. Si vous êtes anglophone ou si vous avez pas peur d'écouter des trucs en anglais avec des sous-titres en français, je vous conseille de suivre Jesse Mitchell. S'il y a bien un YouTuber à suivre, c'est lui. Même s'il fait des décors un peu kitsch, son travail est très 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 sérieux. Et donc Bob Lazar, qui d'habitude, au fil du temps, on lui a souvent dit tenez, tiens, j'ai vu telle image passer sur Internet, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça correspond à ce sur quoi vous avez travaillé ? Souvent, Lazar dit non. Souvent, il dit non, moi j'ai jamais vu ça. Je dis pas que c'est pas réel, mais en tout cas, ça correspond pas à ce à quoi moi j'ai vu, ce sur quoi j'ai travaillé. C'est pour ça, c'est pas quelqu'un qui cherche à tirer des conclusions. Lui, il reste vraiment que sur ce qu'il a vu lui. Et donc là, pour le coup, il a vu cette vidéo et là, il a dit waouh, c'est la première fois que je revois ça depuis 35 ans. Ça, c'est vraiment legit, comme ils disent.
Là, pour le coup, c'est vraiment une bombe, c'est exactement ça, quoi. Donc ça, moi, je considère encore que c'est peut-être la preuve la plus marquante, hein. Quelqu'un qui, depuis 1989, vous décrit cet objet, son comportement dans les airs, qui l'oriente son bas vers la direction où il veut aller, la manière quand il fait du surplace qu'il a de bouger comme ça, le halo orange qui l'entoure, plus tous les détails que je vous ai énumérés. Je pense qu'on est sur un certain niveau de crédibilité du bonhomme. Ouais, je voulais vous dire aussi, je vous en parlais lundi, je crois, quand je vous disais qu'il y avait un général américain lié au programme de récupération d'OVNI du Pentagone qui est porté disparu, et d'autres scientifiques liés lui aussi au général, hein, parce que les scientifiques ne sont pas que liés à ces programmes. Toutes ces personnes qui meurent ou sont portées disparues se connaissent tous entre eux, ont travaillé ensemble. Une scientifique a été dans le groupe spécial du général, et là donc le compte monte à... Là on est sur une grosse chaîne d'infos américaine. Decades C'est studying un reportage asteroids qui and date deep il y space, a died in quelques jours. 2023 at the age of On 59. est sur, No public cause of death on has est ever sur been released. 9 disparitions à l'heure actuelle. Donc ça augmente encore. Là. Quand je vous en ai parlé, il y avait 4 disparus, maintenant il y a 9 disparus. Donc de décédés, il y a Michael David Hicks, 59 ans, qui était à JPL, donc la partie technique de la NASA, mort en 2023, et tous par mort extrêmement suspecte ou assassinat. C'est pas des morts de maladie ou de vieillesse. Hein. Donc là, on a 4 morts et on a 5 portés disparus. 2 des laboratoires nationaux de Los Alamos, là où a travaillé Lazare et où ont été développées les premières bombes atomiques. De l'armée de l'air américaine, du complexe militaro-industriel, de laboratoires chimiques biologiques, de JPL à la NASA, du MIT. Ça commence à être très sérieux. Et les chaînes d'infos américaines prennent ça très très au sérieux. Un autre truc que je voulais, donc on va suivre ça de près, hein, toutes ces disparitions-là. En France, on n'en entend pas du tout parler. Bon, il y a des faits divers qui se passent en France, il y a la guerre en Iran, mais on pourrait avoir quelques sujets. C'est vrai que c'est que des personnalités américaines, mais quand on voit le nombre de sujets qu'il y a sur toutes les chaînes d'information américaines, sur tout ça, et les journalistes qui font leur boulot là-bas, hein, quoi qu'on en dise, en France, on n'a pas un seul sujet là-dessus. On est vraiment à la ramasse, quoi, quand même. Mais vous inquiétez pas, moi je suis tout ça pour vous. Abonnez-vous à la chaîne. Et grâce à moi, je suis sur le pont, je veille et je vous transmettrai toutes les dernières informations. Ensuite, je voulais vous parler de ce monsieur-là. Danny Sheehan. Alors, Danny Sheehan, il n'est pas très connu en France, à part pour ceux qui s'intéressent aux actualités judiciaires américaines. C'est un avocat qui est très 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 célèbre, hein. C'est l'avocat des Pentagon Papers, si vous en avez entendu parler. C'est l'avocat du Watergate. C'est l'avocat du massacre de Greensboro. C'est un avocat qui a fait Harvard, hein, même qui a enseigné à Harvard. Et c'est un avocat qui, pendant 10 ans, a été le juriste en chef des jésuites aux États-Unis. Donc, il y a des connexions très poussées avec le Vatican et avec l'institution religieuse. Et il a déclaré ça. Le Vatican se prépare pour un contact avec d'autres espèces dans notre galaxie. Alors, c'est pas quelque chose qui est fondamentalement complètement nouveau, dans le sens où on avait entendu déjà à l'époque du pape François, donc avant Léon XIV, on avait déjà entendu parler qu'il y avait officiellement des postures qui avaient été officiellement rédigées en cas de contact avec une espèce extraterrestre. L'Église prépare
d'ores et déjà sa réponse. Alors dans les milieux ufologues, il y a beaucoup de rumeurs que le Vatican, d'ailleurs le Vatican est un État et qui a des services secrets très puissants. Les services secrets il faut savoir qu'il y a beaucoup de négociations diplomatiques, de rendez-vous diplomatiques qui se passent au Vatican, parce que c'est un peu un terrain neutre, hein, un peu comme la Suisse ou comme d'autres pays. Et il y a beaucoup de rumeurs très sérieuses qui disent que le Vatican est au courant de tout ça et prépare sa réponse, quoi. Quelque part, je pense que ça fera partie des affaires œcuméniques. Et notamment, Sheehan a travaillé donc pour les jésuites. Les jésuites ce sont eux qui ont construit l'observatoire du Vatican, parce qu'il faut savoir que le Vatican a son propre observatoire de l'espace. Il ne faut pas croire que la religion catholique est complètement déconnectée des questions, de ces questions-là. Ils ont toujours cherché à regarder l'univers, parce que pour les chrétiens, l'univers, ça fait partie c'est la création de Dieu lui-même, hein. C'est pour ça qu'on se rappelle à notre humilité, et l'espace, c'est vraiment quelque chose qui vous ramène à votre état de poussière. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Et c'est l'espace, il n'y a rien de mieux pour rendre humble. Et donc l'Église catholique, depuis très longtemps, est intéressée. On est loin de l'époque de Galilée. Les jésuites, notamment, ont un observatoire au Vatican. Et donc c'est par ces sources-là que Danny Sheehan fait cette déclaration. Donc on voit un avocat d'Harvard qui a travaillé dans l'ordre des jésuites pendant une décennie vient de révéler ce qu'un astronome du Vatican lui a raconté derrière des portes closes. Et cela change tout ce que nous pensions savoir à propos de ce que l'Église nous cache. Danny Sheehan n'est pas un enthousiaste des ovnis parmi tant d'autres. Il a servi comme conseiller général des Nations Unies au quartier des Jésuites pendant 10 ans. Il a travaillé sur l'affaire des Pentagon Papers, comme je vous l'avais dit. Il a travaillé sur l'affaire du Watergate. Il a représenté le psychiatre d'Harvard, John Mack, et il représente actuellement Luis Elizondo, l'ancien directeur du programme du Pentagone, ATIP. Luis Elizondo, qui est le narrateur du fameux documentaire que, là aussi, je vous encourage à voir, qui est également disponible sur Amazon Prime, Age of Disclosure. Et qui est un ancien agent de la CIA de haut niveau, hein, tout est sourcé, et qui a été chargé d'un programme d'études officielles des ovnis du gouvernement américain, dont d'ailleurs au passage la commission d'enquête au Congrès américain n'arrive plus à retrouver l'argent. Tout le budget de ce fameux programme ATIP du Pentagone, tout ce budget, on ne sait pas où il est passé. Et c'est donc Luis Elizondo qui était à la tête de tout ça, et ils avaient les plus hautes habilitations au secret, donc on leur a présenté, et eux ils affirment qu'ils ont vu du matériel, que ce soit des vaisseaux extraterrestres, et ils ont vu des corps extraterrestres. Et c'est que ce qu'ils peuvent révéler. Enfin, je vous encourage vraiment à voir Age of Disclosure, ça va vous changer, ça va vous faire ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Donc quand cet homme parle, on parle de Sheehan, quand cet homme parle de secret institutionnel, les gens l'écoutent généralement, c'est pas l'ahurie du coin. Dans un récent podcast, Sheehan a balancé que ce que Sheehan a balancé devrait faire la une des journaux partout dans le monde. Suivant une conférence de 2009 du Vatican sur la recherche de vie extraterrestre, un prêtre jésuite et directeur de l'Observatoire pontifical du Vatican l'a mis sur le côté. Le prêtre a dit à Sheehan que l'Église catholique ne se préparait pas... Attendez. Ne se préparait pas à la découverte d'une bactérie sur une lune distante, sur Europe ou quoi, mais qu'il se préparait au contraire à beaucoup plus troublant. L'Église, dit Sheehan, est en train de bouillonner entre catholiques pour une révélation d'une autre très intelligente, très technologique, d'une autre espèce très intelligente, très technologique, développée mais distante
de nous, qui se trouverait juste là dans notre galaxie de la Voie lactée. Pas des civilisations aliens théoriques des milliers d'années-lumière loin de nous, mais juste ici sur Terre. Enfin, juste ici dans notre galaxie, dans notre voisinage cosmique, comme on dit. Donc ça veut dire dans les 5, 10, 15 années-lumière maximum. Et d'après Sheehan, les astronomes du Vatican ont systématiquement discuté de théologie et de conséquences sociétales de cette découverte depuis. Donc établissant les fondations, le travail de fondation pour ce qu'ils croient être inévitable. Donc, selon Sheehan, l'Église catholique, au niveau pontifical, pense que la révélation est inévitable. Que ce soit parce qu'ils aient des preuves ou parce qu'ils pensent que c'est ce vers quoi on va, avec les progrès de nos moyens de détection. Et donc, ces traces de déclaration publique des astronomes du Vatican ont été faites dans les 15 dernières années de plusieurs officiels de l'Observatoire pontifical ont été sous serment disant que la découverte de vie extraterrestre intelligente ne contredirait pas la théologie catholique et que les croyants devraient se préparer pour une telle révélation. Ce qui sonnait comme du baratin devrait être un pardon, what sounded like an academic musing might have been coordinated messaging. Oui, ce qui sonnait comme du blabla académique sonne comme une réponse coordonnée. Sheehan a été impliqué dans la disclosure sur les ovnis depuis l'administration Carter dans les années 70. Il a servi comme conseiller spécial de la librairie sur l'enquête sur la librairie du Congrès à propos de l'intelligence extraterrestre demandée par le président Carter. En 1977, il a clamé qu'il avait vu des preuves classifiées d'OVNI pendant qu'il travaillait sur ce projet de recherche congressionnel du Congrès. Son accès institutionnel est documenté, sa crédibilité dans les cercles de la justice, de la loi est établie. Il n'est pas là en train de faire des affirmations pour la galerie ou pour se faire mousser, quoi. Le Pentagone a confirmé l'existence de phénomènes aériens non identifiés. Le Congrès est en train de tenir des auditions. Les lanceurs d'alerte avec les habilitations de sécurité sont en train de témoigner sous serment. Et un homme qui a travaillé au plus haut niveau de l'ordre jésuite affirme que le Vatican a su à propos de cette intelligence non humaine pendant des années, depuis des années. Et qu'ils ont petit à petit été en train de faire une divulgation lente de programmes déguisés en préparation théologique. Quelques chercheurs pensent que les affirmations de Sheehan représentent la confirmation que les institutions religieuses mondiales possèdent un savoir qui a été supprimé à propos de contacts avec des entités non humaines et qu'ils sont en train de se coordonner graduellement l'acclimatation du public. D'autres arguent que cela reflète l'intérêt depuis de nombreuses années de l'intérêt de long terme du Vatican pour l'astrobiologie comme objectif scientifique et que toute discussion préparatoire sont spéculatives plutôt que réellement basées sur des preuves. Cette question est: est-ce que l'Église catholique est en train de se préparer pour une découverte ou est-ce qu'il se prépare à révéler ce qu'ils savent déjà? Est-ce que le Vatican est assis sur des preuves d'intelligence non humaine ou est-ce juste un plan de
contingence théologique en cas d'une future découverte scientifique. En tout cas, Danny Sheehan nous l'affirme. Le Vatican se prépare pour un contact avec d'autres espèces dans notre voisinage galactique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui a été un peu longue, hein, mais il fallait un peu rentrer dans le détail de toutes ces choses. J'espère que ça a attisé votre curiosité, que vous allez aller jeter un œil. Si j'avais 2 choses à vous recommander, 2 documentaires, hein. Si vous voulez les louer, ça vous fait 15 € les 2. Si vous avez accès à Amazon Prime, il y a peut-être d'autres moyens de les trouver, hein, je sais pas, suivez mon clin d'œil. Allez voir les documentaires Age of Disclosure et allez voir le documentaire S4 The Bob Lazar Story. Et déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, et déjà entre ma vidéo et ces 2 documentaires, vous aurez une vision assez complète de la situation actuelle. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Il y aura régulièrement du contenu sur ces sujets-là, pas que. Mais je vous tiendrai informé de toutes ces choses-là. Merci, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un petit pouce et à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne à démarrer. Merci beaucoup, bonne soirée.